Le phénomène des dérives sectaires est un phénomène qui constitue une préoccupation forte du gouvernement. C'est un phénomène qui connaît aujourd'hui une hausse importante. Ce sont environ 500 groupes en France qui seront concernés potentiellement par les dérives sectaires, quelques 140 000 personnes. Cette hausse, elle est liée en particulier à l'apparition de nouvelles tendances, de nouveaux secteurs qui sont concernés, en particulier dans le domaine de la santé et du bien-être, avec des pratiques comme le jeûne extrême, dans le domaine du développement personnel ou encore avec la montée en puissance de phénomènes complotistes, notamment dans le cadre spécifique aujourd'hui de la crise sanitaire. Ainsi, entre 2015 et 2020, ce sont 40% de saisines en plus qui sont intervenues auprès de la Miviludes, l'organisme en charge du traitement des dérives sectaires. Ce phénomène, il est parfois difficile d'identification puisque, en effet, il ne s'agit pas de remettre en cause la liberté d'opinion, la liberté de conviction, l'accès libre aux soins. Il s'agit bien d'identifier des emprises fortes mentales qui peuvent s'exercer sur les individus. C'est face à la difficulté parfois de détecter ces phénomènes de dérive sectaire que nous vous proposons aujourd'hui cette courte vidéo qui fait intervenir deux experts, l'un dans le domaine judiciaire, l'autre dans le domaine médical, afin qu'ils puissent vous apporter leurs éclairages sur la meilleure manière d'identifier, de prévenir ces phénomènes de dérive. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile pour mieux appréhender et comprendre ce phénomène de dérive sectaire et elle sera complétée par d'autres éléments et outils qui seront mis à votre disposition très prochainement. Alors déjà, je dirais que les mouvements sectaires sont polymorphes et protéiformes. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, mais évidemment plusieurs. Nous avons les sectes historiquement connues, telles que par exemple le Temple solaire, Moon ou le Mandarom, que chacun a plutôt en tête. Mais au-delà, il y a des groupuscules, des petites communautés, voire des gourous qui agrègent un certain nombre d'adeptes et qui peuvent à chaque fois profiter d'eux. Le dénominateur commun, c'est l'abus de la vulnérabilité ou de la faiblesse physique ou psychologique de personnes. Et là, on se rapproche effectivement de la définition juridique, puisque on voit qu'il s'agit pour certains, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, de profiter donc de cette situation de faiblesse ou une carence. Carence affective, carence psychologique ou difficulté physique. Ça peut prendre la forme de personnes atteintes, hélas, de pathologies plus ou moins graves, de difficultés existentielles, de chômage, de carences amoureuses ou autres. Et du coup, elles se tournent dans une forme de quête d'étayage qui peut être effectivement d'ordre médical, paramédical évidemment, et impliquer un exercice illégal de profession de santé ou qui sont proches du domaine médical, et puis également tout ce qui pourrait être exploitation d'un soutien de nature psychologique ou présenté comme tel. Dans tous les cas, les tenants d'une secte recherchent un ascendant sur les adeptes ou sur les victimes. En réalité, ce sont bien sûr des victimes. Cherchent à les instrumentaliser pour obtenir soit un profit financier, en leur demandant ce qui pourrait ressembler à des cotisations, mais tellement exorbitantes qu'en réalité il s'agit de ponctionner leur patrimoine ou leurs revenus. Également des faveurs de nature sexuelle, et notamment sur des mineurs, ce qui se voit assez régulièrement dans des mouvements assez structurés où les parents viennent en famille et où à ce moment-là on peut avoir des enfants qui subissent les assauts de tel ou tel gourou, et puis également un ascendant purement, j'allais dire, d'instrumentalisation d'une personne qui va devoir accomplir telle ou telle mission, soit de prosélytisme au profit du mouvement sectaire, soit telle action, et souvent évidemment
dans un domaine criminel ou délinquant, voire des actions terroristes. Donc à chaque fois, on constate que la personne n'est plus elle-même, qu'elle devient un peu une marionnette entre les mains de celui qui la dirige, ce pourquoi il faut vraiment alerter. Et c'est tout le contraire, cette alerte, ce signalement, notamment par le biais de l'article 40 du Code de procédure pénale au procureur de la République, tout le contraire de la délation, parce que il s'agit d'effectuer, le cas échéant, une levée de doute. Évidemment que les personnes, qu'ils soient membres d'une administration, éducateurs, enseignants, soignants, n'ont pas forcément les moyens de déterminer si un mouvement sectaire ou une emprise de nature sectaire est bel et bien établie, mais du coup, il faut bien au moins, si l'on se pose la question, permettre à ceux dont c'est le rôle, et notamment les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, enquêteurs, sous le contrôle des magistrats, un parquet, de pouvoir vérifier, quitte à lever le doute et à dire non, finalement, il n'y avait pas, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas forcément rassemblés. En revanche, ça permet surtout de venir au soutien, au secours de personnes qui se trouvent en situation de péril et de leur porter assistance. C'est donc vraiment tout le contraire de la délation, et c'est au contraire un accompagnement indispensable, ne serait-ce que par souci de son prochain. Souvent, donc, vous avez des personnes qui constituent, hélas, des proies faciles pour ce type de mouvement, qu'il soit structuré ou qu'il soit plus isolé sous forme d'un gourou ou d'un prétendu guérisseur, médecin. Et la personne va se retrouver petit à petit sous la dépendance, véritable emprise de ce gourou, et va de plus en plus soit en parler, soit modifier, sans en parler, son comportement. S'isoler, perdre ses amis, s'isoler de sa famille et ne plus avoir comme objectif quasiment obsessionnel que d'adopter un comportement, éventuellement une discipline de vie, ou un détachement par rapport à tout ce qui faisait son quotidien, ses passions, ses loisirs, sa façon de se nourrir, de s'habiller, etc. Donc, de manière différente. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, les dérives sectaires peuvent vraiment revêtir plusieurs formes, puisque on peut même trouver, de manière très proche, que les radicalisations, qu'elles soient religieuses ou autres, politiques, suivent souvent la même dynamique d'isolement, de rupture de vie, et donc tous ces signaux doivent permettre d'alerter, de se dire, il y a quelque chose qui est en train de changer, la personne n'est plus vraiment elle-même, et son comportement, ses attitudes, son quotidien, sa vêture, que sais-je, sont en train de bouger et d'être modifiés. Est-ce que c'est le reflet de sa volonté à elle? Bien sûr que non. C'est induit par cette emprise, qu'elle soit évidemment physique, mais aussi psychologique, et même s'il s'agit par exemple d'un détachement fin ou réel, est-ce qu'il est personnel? En général, la réponse est non. On a, je le disais, des formes d'emprise physique. On peut avoir la personne qui littéralement disparaît de plus en plus de chez elle et ne fréquente carrément plus les proches qu'elle fréquentait, ou alors on peut avoir une emprise psychique, les deux combinés, l'emprise psychique qui se manifeste par le fait que la personne est toujours présente, mais finalement, psychiquement, affectivement, elle est de plus en plus absente et elle paraît, là aussi, s'estomper, disparaître. Tout cela doit permettre de se poser des questions et surtout de venir en aide à la personne. Ce qui doit alerter, c'est l'impression d'une rupture et l'impression aussi d'une perte de liberté. Alors je vais être très simple, je vais prendre le cas d'un médecin qui prend l'attention de son patient et qui lui dit « Au sortir de vos congés, vous viendrez me voir. Au fait, où partez-vous en vacances? Avez-vous l'intention de voyager comme d'habitude ?» Et puis là, blanc, réaction évasive, et puis vous avez l'impression que quelque part le sujet a perdu sa liberté et a quelque chose qu'il ne veut pas vous dire. Souvent, effectivement, le médecin n'est pas
confronté directement au patient, mais dans mon expérience personnelle, c'est souvent l'entourage qui cherche un médecin de recours qui va pouvoir aider une personne. Et à ce moment-là, le médecin est préaverti de la problématique sectaire. Et alors, l'entourage, eh bien, c'est un entourage qui a du mal à aider une personne qui se retire de son réseau relationnel usuel et puis qui va changer ses habitudes de vie avec, là aussi, l'impression que, au fond, la grande liberté de vie usuelle a disparu. Quelquefois, la famille est clairement informée de l'existence d'une secte. Si je prends les situations les plus marquantes de ma carrière, dans un cas, le patient devait de l'argent, il sollicitait sa famille sans fin et sans fin, au point que celle-ci s'est inquiétée et a bien compris qu'il avait perdu sa liberté. Dans un autre cas, c'était la situation de deux enfants qui étaient en famille d'accueil. La famille d'accueil faisait partie d'une secte et les parents étaient totalement séparés de leurs enfants. Et puis, dans un troisième cas, c'est une secte internationale où le jeune Français qui était aux États-Unis pour faire des études, eh bien, s'est trouvé par le biais d'un employeur assujetti au fonctionnement d'une secte. Il est revenu en France, à Paris, et il a été poursuivi par cette secte de laquelle il ne parvenait pas à sortir. Et c'est finalement, quand on a pu, par la famille, organiser un séjour très à distance dans un lieu inconnu, que l'aide et l'appel au médecin a pu être réalisé. Il y a les signaux d'argent parce qu'à un moment donné, l'argent devient le cœur de la problématique. Il y a aussi les signaux d'une rupture par rapport à la pratique d'une religion traditionnelle qui n'a plus la même valeur. Et il y a les signaux par rapport à des maladies qui sont, je ne dirais pas imaginaires, mais qui sont des maladies peu discernables. Certaines d'entre elles, à un moment donné, ont un petit peu le devant de la scène. On peut dire aujourd'hui, par exemple, la maladie de Lyme, la maladie de la fibromyalgie ou bien certains cancers vont devenir des lieux d'expression symptomatique qui sont très compliqués pour les médecins parce qu'il n'y a pas de vérité scientifique absolue et connue et stabilisée. Eh bien, on va considérer que nous sommes dans le cas d'un médecin généraliste qui connaît bien son patient. Alors, soit c'est quelqu'un qu'il connaît parce qu'il le sait avec des difficultés générales, soit c'est quelqu'un, au contraire, qui allait bien, mais qui connaît un événement de vie négatif. Et dans les deux cas, vous aurez une zone de fragilité dans le fonctionnement de la personne qui fait que n'importe quelle situation qui va sembler pouvoir l'aider va être une solution pour lui et il sera prêt à s'y raccrocher. C'est dans ce contexte-là que le sujet est vulnérable à une relation d'emprise. C'est donc une personne vulnérable et qui est en face d'un processus qu'elle ne va pas maîtriser. Alors une illustration très récente de ces mouvements, qui peuvent donc s'exprimer de bien des manières, c'est la crise sanitaire et la pandémie Covid-19. On a effectivement constaté une recrudescence des tentatives de cybercriminalité, cyberdélinquance, qu'elles soient sous forme de cyberharcèlement, c'est-à-dire des gens qui sont relancés et qui se trouvent déjà déstabilisés par une situation sociale parfois adverse, il faut le reconnaître, et qui constituent les proies les plus faciles pour des gourous de toutes sortes, pour leur faire croire que la fin des temps, par exemple, est proche, ou que également il y aurait des recettes pour échapper à telle ou telle situation. Donc ce sont toutes les théories complotistes ou également toutes les théories survivalistes et autres qui peuvent pousser à l'extrême naturellement, entraîner des dérives de la part de ceux qui vont y croire et jusqu'à des formes soit de passage à l'acte contre elles-mêmes ou contre autrui, ou bien également contre la société. Le Covid en tant que tel n'est pas le facteur d'une dérive sectaire, mais par contre, ce sont toutes les évolutions sociétales que cela induit, notamment le confinement.
Alors, chez beaucoup de jeunes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont quitté leur famille pour venir vers une ville universitaire où ils espéraient trouver une vie nouvelle qu'ils attendaient avec beaucoup d'impatience, et ils se sont trouvés confrontés à une solitude qu'ils n'imaginaient pas. Et cette solitude, eh bien, chez les jeunes, c'est quoi? C'est évidemment Internet, les réseaux sociaux. Et à partir de là, eh bien, le désarroi trouve toujours une expression sur Internet qui va pouvoir être orchestrée. Voilà. Et puis, chacun va trouver que ces difficultés eh bien, sont aussi les difficultés d'un autre, qui sont les difficultés d'un autre. Et puis, en fait, on se perd dans ce monde, dans cet océan de difficultés partagées. Et puis, malheureusement, un certain nombre de personnes mal intentionnées sont là pour essayer d'hameçonner les plus fragiles. Je crois que les nouvelles technologies sont essentielles de la part des enquêteurs et articulées évidemment par l'autorité judiciaire, que ce soit le parquet et derrière les autorisations du juge des libertés et de la détention, pour permettre diverses investigations, remonter auprès des tenants de ces moyens informatiques et faire en sorte que là aussi, ils puissent être réprimés comme il se doit, puisque c'est tout aussi néfaste pour la personne humaine que d'être instrumentalisé comme ça, et on voit les ravages que parfois cela fait, sans avoir véritablement d'échange humain, mais simplement par écran interposé, y compris dans le domaine de la radicalisation. Donc il est important là aussi d'être attentif à toutes ces personnes qui peuvent passer des heures et des heures devant un écran et dans la solitude, et si l'on constate qu'elles s'enferment dans le mutisme ou que leur comportement change soudain par rapport à ce qu'on connaissait ou croyait connaître d'elles, alors il faut, une fois de plus, alerter. Alors, les moyens de prévention des dérives sectaires, c'est d'une part la famille. La famille, quand elle le peut, doit rester, alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à réaliser, mais elle doit rester à la fois respectueuse de la liberté, mais aussi à la fois vigilante et à l'écoute des difficultés. Et puis, c'est aussi bien sûr le milieu médical, parce que beaucoup de gens, heureusement aujourd'hui, ont un médecin généraliste qui va pouvoir les voir pour des problèmes divers et variés, plus ou moins en rapport avec le processus sectaire, comme une humeur dysphorique, comme des difficultés à s'endormir, comme un état d'anxiété qui ne se résout pas simplement. Vous voyez, ce sont donc des symptômes assez spécifiques, de nature assez banale, mais qui doivent quand même, par le biais d'une écoute attentive, eh bien, permettre à un intéressé de laisser filtrer plus de choses qu'il ne l'avait peut-être eu comme intention au point de départ. Sur le plan médical, le médecin traitant, le médecin généraliste, c'est la personne essentielle, ou bien le service de santé scolaire s'il s'agit d'un étudiant, ou bien le médecin. Tous les médecins peuvent être contactés, mais évidemment, à un moment donné, il faudra quand même avoir recours à un spécialiste, en l'occurrence un dispositif de soins psychiatriques qui pourra avoir une écoute bien spécifique qui permettra au sujet de livrer peut-être des informations qu'il ne donne pas dans le cadre d'une consultation ordinaire. Alors la famille, souvent la famille prend contact avec un médecin, quelquefois un spécialiste si dans le réseau de la famille il y a une solution pour aiguiller. Et effectivement, alors là, la situation, c'est le médecin va être tenté de faire ce qu'il peut pour la personne si la famille parvient à conduire la personne en consultation. Et puis, il y a aussi l'aide de la famille qui est en plein désarroi par rapport à cette problématique, et puis les conseils généraux qu'on peut donner quand on connaît un petit peu ces problématiques. Mais c'est vrai que la médecine seule ne peut rien faire. Voilà, il faut aussi que chacun sache que le droit, la gendarmerie, la police, le procureur ont évidemment un rôle extrêmement important à jouer, même si on sait qu'il n'y a pas de législation bien spécifique en regard du processus sectaire en tant que tel. Alors, les réseaux sociaux, eh bien,
c'est beaucoup de choses, les réseaux sociaux, hein. Ce sont les réseaux sociaux au sens traditionnel, mais ce sont aussi tous les forums, hein, sur lesquels un tel ou une telle peut exprimer certaines choses. Et puis, c'est l'organisation générale d'Internet, c'est-à-dire qu'une idée, par une association, induit une autre idée, qui par une association induit une autre idée, et puis on finit toujours par se retrouver, si on est fragile, au mauvais endroit. Et c'est là que le système sectaire se met en place, parce qu'il va sembler apporter un début de solution, et puis à ce moment-là, eh bien c'est l'hameçonnage, c'est le retour, c'est l'argent qui va commencer à circuler, et puis la personne va trouver dans ce système, je dirais, un prêt-à-penser. Voilà, quelque chose qui est une béquille, une substitution finalement à ce qui pourrait être une élaboration personnelle critique, mais elle n'a plus le sens critique. Un des cas les plus difficiles que j'ai eu à rencontrer, c'est le cas d'une jeune fille mineure qui était presque collégienne, mais pas tout à fait encore, donc plutôt 11 ans, 12 ans, et qui était victime en fait d'une relation extrêmement fusionnelle avec sa maman qui était prise dans un processus de dérive sectaire. Et alors la maman qui était fragile avait un délire interprétatif, et la jeune fille a pris fait et cause et a absolument intégré tous les processus pathologiques de sa maman, au point qu'elle était elle-même quasi adepte de cette secte dont elle était prisonnière du fait que sa maman l'était. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et sa maman alors était devenue dépendante financièrement de la secte qui l'aidait. La secte l'aidait d'un point de vue financier. Et elle était devenue une personne un petit peu intermédiaire entre l'adepte victime et la victime qui était devenue elle-même un agent de la secte. Et dans cette situation-là, je dois dire que le problème a été extrêmement difficile, parce que le juge des enfants n'a rien pu faire. C'est-à-dire qu'en fait, la maman a fait appel de la décision, et le placement de l'enfant n'a pu se faire qu'avec 2 ans d'écart, et c'est seulement 2 ans après le placement de l'enfant que l'enfant a commencé à avoir une ébauche critique de la problématique. Mais vous voyez, il a fallu pratiquement 4 à 5 ans d'efforts conjugués pour réussir à ce que l'enfant placé en famille d'accueil soit un petit peu à distance de toutes ces turbulences, à la fois maternelles, mais à quel prix de douleur pour l'un et pour l'autre, et donc à distance de cette secte. Alors plusieurs lois sont venues successivement réprimer ce type de comportement sectaire, et surtout soutenir les personnes qui en sont victimes. Il y a en fait plusieurs réponses pénales, parce que les mouvements sectaires eux-mêmes peuvent perpétrer des infractions multiples. Ça peut être des atteintes aux biens, peut-être des atteintes aux mœurs, ça peut être des atteintes à la personne. Ces atteintes aux biens, d'abord, on pense à tout ce qui est escroquerie. Ça peut prendre des formes de publicité mensongère, de prestations prétendues de telle ou telle activité qui en réalité n'est que chimérique, exercice illégal de telle ou telle profession réglementée, notamment les professions médicales. Ça peut être évidemment toute forme d'exploitation de la crédulité ou du besoin de croire pour être ou se sentir soutenu, et donc ce qu'on appelle les abus de faiblesse et les abus de vulnérabilité. Le cas échéant par une personne morale qui est un mouvement dont le dessein est effectivement d'instrumentaliser ceux qui sont ainsi victimes. Ça peut donc, à ce titre, être poursuivi, y compris la personne morale, jusqu'à 5 années donc, pour les personnes physiques d'emprisonnement, et 3 750 000 €, ce qui n'est pas rien,
d'amende au titre délictuel évidemment, au titre donc de la répression et notamment des personnes morales, jusqu'à la dissolution également de ces mouvements s'ils ont été constitués dans le but d'exploiter la faiblesse des personnes qui sont ainsi, entre guillemets, adeptes, mais je le répète, plus exactement victimes. Après, on peut décliner naturellement, et vous le concevez, toutes les formes d'infraction, c'est-à-dire les viols, les agressions sexuelles, aggravées notamment par les circonstances de minorité des victimes, mais également les homicides, qu'ils soient involontaires, c'est-à-dire une personne qui va être réduite quasiment à une situation d'esclavage ou à ne plus se nourrir ou à ne pas se soigner, et du coup la personne va finir par décéder. Le but n'était pas nécessairement de la faire mourir, mais en revanche, bien entendu, l'homicide involontaire et le cas échéant aggravé par telle ou telle circonstance pourra être poursuivi. Bien naturellement aussi, l'homicide volontaire si, dans des situations extrêmes, on en arrive à tuer la personne, comme malheureusement cela se voit, y compris sous la forme de parfois suicide collectif et autres infractions qui peuvent être alors colorées, si j'ose dire, en tout cas aggravées par la circonstance de bandes organisées, si bien que la palette des réponses pénales va non seulement des réponses de droit commun, mais jusqu'aux plus hautes aggravations qui peut conduire jusqu'à, comme je le disais à l'instant, la perpétuité.